d'expérience, oui, 20 ans d'expérience dans l'IT et j'ai décidé de lancer Vistory, une société d'édition logicielle. Voilà. Parfait. Et donc justement, création de Vistory, alors je crois il y a de ça 8 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que propose Vistory et puis son parcours de l'entreprise depuis justement ces 8 ans? Parce que du coup, vous avez bien grandi depuis. Et il y a eu quelques transformations également au sein de l'entreprise et elles n'auraient jamais pu être possibles sans le cloud, je le dis d'avance. Euh, à l'origine, Vistory, ça a toujours été une société d'édition logicielle, donc on dit nos spécialités cloud, cyber et blockchain. J'ai pas lancé Vistory au début parce que la blockchain venait de naître. C'était vraiment sur la partie cloud. J'étais consultant, je faisais de la vente de solutions d'intégration et là, j'ai un de mes clients qui me dit, Alexandre, voilà, j'ai un problème. Je dois héberger des machines dans un cloud. Le problème, c'est que j'aimerais avoir un seul cloud c'est un peu le Seigneur des Anneaux, hein, c'est un seul cloud pour les gouverner tous. Et là, ils avaient des machines très hétérogènes, des machines Linux, des machines Windows, certes, mais aussi des machines produites il y a des années, des machines Sun ou PowerPC IBM. Bref, des choses très mixtes. Et donc, il n'y avait pas d'offre cloud qui permettait de virtualiser, d'apporter cette souplesse et cette réponse à un besoin client. Le client, quand même, c'est 140 000 collaborateurs, ils sont répartis partout dans le monde, c'est un des leaders de son industrie. Et là, je me jette à l'eau, je propose à mon entreprise, regardez, on a un super business case, allons-y, on a des ressources en intercontrat, il y a un truc à faire. Bah, ils n'ont pas voulu saisir la balle au vol et moi j'ai dit ok, pas de problème, j'y vais, je me lance. Moralité, j'ai jamais vendu le produit. Parce qu'il y a un gros sujet, c'est évidemment la partie financière qui a été quelque chose qui m'a poussé en fait à faire pivoter l'entreprise. Je vois que j'ai un client, il est prêt à acheter le produit, mais il faut que je finisse le développement. On va chercher des fonds. Les fonds, ils répondent pas. On lève pas avec un PowerPoint. Ça n'existe pas. Pas en France. Ou alors, je fais pas partie des chanceux. Mais le fait est que j'ai persévéré en fait et avec cette idée de base. Donc, l'entreprise m'a poussé, in fine, à devoir alimenter de la trésorerie, donc à faire du business, à faire des affaires et donc à faire évoluer mon offre, mon produit pour trouver des quick wins. Et on a fait peut-être 5 pivots en 8 ans pour arriver et aboutir à Mainchain. Mainchain, c'est le produit que nous commercialisons aujourd'hui. Il est en TRL8. Donc, pour les gens qui sont familiarisés avec cette échelle à 9 barreaux, TRL8, ça veut dire que le produit il est commercialisé, il est rentré dans un cycle de qualité. Et donc, c'est un produit qui est né dans les armées. Ça, c'est très particulier et qui a permis de faire aussi une première mondiale. C'est la première blockchain qui a été testée et validée en opération extérieure. Donc, on n'est pas du tout kaki, on n'est pas militaire. C'est juste que on avait un client qui avait un problème, on l'a résolu. Et c'est un client un peu particulier qui est le ministère des Armées. Et il se trouve que Mainchain aujourd'hui permet de rendre accessible de façon sécurisée tout un tas de services aux industries. Voilà. Et grâce à une blockchain privée. Et ça, on l'a construit. C'est 8 ans de maturité en réalité parce qu'on a gardé le même cœur de réacteur et qu'on a fait évoluer. Et voilà, Ok. jusqu'à ce qu'on soit marché. Et aujourd'hui, on permet de fournir des pièces détachées en 3 semaines, là où on pourrait avoir des délais allant jusqu'à plusieurs mois. Ok, ouais, donc 5 pivots en 8 ans, ça inspire, quoi. On se dit, et c'est normal que quand vous arriviez dans l'accélérateur, vous soyez peut-être au premier, deuxième, voire troisième, et il y en aura d'autres, quoi. Oui. Et donc, il faut avoir une certaine résilience et une agilité aussi. Et quand je parle d'agilité, je fais un double jeu de mots. C'est la méthode préférée des développeurs pour certains, d'autres vont préférer le waterfall. Moi, je préfère la méthode agile et cette agilité, on va l'avoir avec des services cloud qui permettent d'avoir vraiment une élasticité sur les besoins matériels qu'on va avoir. Si j'avais investi en propre ce que je devais investir, je ne serais pas là aujourd'hui. Ok. Ouais, donc enfin, ça me fait la transition toute trouvée parce que effectivement, quand on préparait le webinaire et en partenariat avec Oracle qui trouvait votre témoignage intéressant, on voulait insister en particulier sur les enjeux techno et les choix techno qu'on doit faire quand on est une startup
et que justement, on démarre et on doit un petit peu faire le choix entre est-ce qu'on fait du quick and dirty, est-ce qu'on sort l'artillerie lourde de suite, voilà, comment on fait. On peut aussi être sollicité par pas mal de fournisseurs parce qu'ils misent sur le potentiel des startups, sur allez-y, à fond les ballons sur telle ou telle solution, on vous offre des crédits, etc., etc. Enfin voilà, quel est un peu comment vous avez fonctionné et qu'est-ce qui vous a peut-être aussi permis de faire ces choix techno et ces choix d'agilité, quoi. Alors, déjà, ce qui va me distinguer de beaucoup de mes pairs entrepreneurs, c'est que moi, je viens du milieu de l'informatique et plus particulièrement des infrastructures. Avant de partir sur de la transition et du management de transition, j'ai fait une dizaine d'années dans du pilotage de projets d'infra, donc serveur, virtualisation. Donc, j'avais vraiment un bon vernis technique qui me permettait de comprendre de quoi on parlait et de voir les implications en termes de gestion de changement. Euh, le quick and dirty, ça a le mérite de tester rapidement le marché. Mais par contre, la recommandation que je me suis faite à moi-même, c'est ouais, je peux tester avec un truc, des bouts de ficelle et des élastiques à la MacGyver, mais c'est pas un produit fini parce qu'un produit fini doit répondre à un certain nombre de normes, de cybersécurité encore plus maintenant, on est de plus en plus exposé et de plus en plus attaqué, surtout. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de livrer des passeports numériques et de ne pas se faire enfermer dans une technologie. Le fait d'avoir travaillé aussi en tant que consultant, c'est que j'ai vu des manœuvres de pas mal d'éditeurs, de fournisseurs et de cloud providers. Et l'objectif, c'est de garder captif son client, ce qui est logique. Et donc, faut lire un peu entre les lignes des offres et comprendre où peuvent être certaines choses trappes. Il y a des choses, il faut les faire on-premise. Il y a des choses, il faut de suite les externaliser. Il n'y a pas de raison. Et Ok. donc, c'est d'avoir un peu je dirais, cette sagesse et cette justice à avoir, c'est de se dire, OK, j'ai besoin de quoi pour démarrer vite mon activité, prouver que ça marche. Parce qu'une entreprise, elle va avoir différents stades de maturité. Et donc, au tout début, elle veut prouver qu'il y a une preuve de marché pour aller chercher des premiers financements, des prêts d'honneur et des choses. Et donc, bah, là, il ne faut pas sortir une artillerie lourde. Le risque est extrêmement élevé que ça plante. Est-ce qu'on a les capacités, la résilience pour pouvoir se réadapter et essuyer un échec, ou plutôt constater que ce n'est pas, c'est pas la bonne approche et donc il faut pivoter. Si on se loupe, ça devient un échec, si on n'en tire aucune leçon. Mais le point le plus important, c'est qu'on a plein d'offres aujourd'hui qui sont sur étagère. Oracle a le mérite au moins d'avoir un programme extrêmement attractif pour les startups. Moi, j'ai divisé par deux mes coûts d'infrastructure. Je consomme à peu près une cinquantaine de milliers d'euros par an en ressources cloud et ça m'a permis de diviser par deux en amorce avec les programmes Oracle for Startup. J'étais chez Microsoft avant, je pars chez Oracle parce qu'on me propose une offre réellement attractive. Hmm. Euh, Maintenant, là où il faut faire attention, c'est ne pas se rendre dépendant d'une techno. Un cloud provider va fournir des services tout faits qui permettent de tester très rapidement le marché. Et donc, soit ils vous permettent de scaler avec votre marché, c'est très bien. Il faut voir ensuite le modèle économique qu'il y a derrière. Et après, c'est toute une matrice d'équations financières qu'il faut intégrer et savoir à quel moment il faut que j'anticipe mon changement. Et donc, c'est d'avoir vraiment cette vision à court et moyen et long terme de son produit, de son évolution par rapport à un marché, par rapport à une deuxième lecture qui est l'évolution de l'entreprise. Est-ce que je suis à 0, à 10 employés, à 50 employés, et de piloter tout ça en même temps. Et c'est vrai que ça devient très complexe et que bah, au début, le chef d'entreprise, il est un peu tout seul. Après, il va s'équiper d'un directeur technique parce qu'il va lui donner cette casquette-là. Et c'est ça, après, d'avoir une vraie direction d'entreprise. Et donc, c'est de penser vraiment à moyen terme, au moins pour l'entrepreneur. Il y a pas mal de mes pairs qui vont faire des entreprises pour les revendre. Donc, ils vont avoir une logique très court-termiste. Hmm. Et on a tout un tas de panels de solutions qui permettent de répondre à très court terme, avoir des solutions d'assemblage et d'intégration. Et là, je dirais que les offres qu'on a sur le marché sont extrêmement denses et permettent de faire des affaires très vite. Donc, ça va vraiment dépendre de l'entreprise. Moi, le rétexte que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on a eu, en passant de chez. C'est pas que Microsoft est mauvais, mais quand on est passé de chez Microsoft à Oracle, ils avaient une offre qui était juste imbattable. Microsoft ne pouvait pas diviser par deux les coûts, machin. Oracle avait le programme pour.
Donc voilà, en revanche, ce que j'ai apprécié moi en tant qu'informaticien et chef de projet, c'est la gestion de changement, l'accompagnement, où là, clairement, j'ai eu d'autres cloud providers, et je tairai le nom de ces cloud providers pour le coup, qui proposent uniquement des vidéos pour gérer une transition. J'avais plus de 50 environnements virtuels avec différents niveaux de sécurité dessus, les transférer de A vers B, ça prend du temps. On a fait les opérations en un mois et demi, on a tout migré. Avec aucune rupture de production. On avait un problème, on levait la main, on avait des équipes qui intervenaient directement. Enfin, réellement, c'est du vrai confort. Et donc, j'imagine un entrepreneur qui a peut-être 3-4 collaborateurs, d'avoir un accompagnement comme ça, c'est quand même top. Et ça, pour moi, c'est mon retour d'expérience. C'était vraiment le truc le plus marquant, c'est l'accompagnement qu'on a eu. Et même encore aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est en partenariat avec Oracle, presque, non, peut-être 1 an et demi. Euh, Ça fera 2 ans au mois de novembre, je crois. Ouais, 1 an et demi, Alexandre. Voilà, désolé. Mais comme quoi, on a écrit pas mal de choses ensemble, donc le temps été très dense. Et voilà. Même encore aujourd'hui, on lève la main, on a un accompagnement, on a un vrai suivi. Et ça fait pour moi la différence, c'est ce niveau de service-là que j'ai trouvé vraiment top. Donc, à date, on n'a pas de raison de quitter Oracle. Si j'ai un client, ministère des Armées, qui me dit, ben voilà, il va m'imposer immédiatement son cloud provider. Et donc, ce que je disais il y a quelques temps de ça avec Oracle, c'est de toute manière, les cloud providers, c'est une solution parmi tant d'autres, et donc elle doit être adaptée aux besoins du client. Si votre client il vous dit, je veux un cloud souverain, bah, vous allez choisir un cloud souverain. Si j'ai besoin d'un cloud hébergé avec le label HDS, hébergement de données de santé, bah, vous allez choisir celui-là. Là, aujourd'hui, on a le mérite d'avoir des offres extrêmement diversifiées, basées en Europe, qui répondent quand même à un certain nombre de critères, tant sur le traitement des données personnelles que sur la souveraineté en soi de la donnée. Et ça a le mérite d'être là. Donc, on a tout un panel d'outils qui permettent de répondre à des besoins de métier. Moi, mes clients défense, bah, je ne peux pas travailler avec Oracle dessus. Même si on a les capacités, je ne vais pas me rajouter en tant que PME des barrières à l'entrée. Je vais travailler avec celui qui est recommandé directement par mon client. Comme ça, on gagne du temps et on est là pour faire des affaires. Je ne suis pas là pour gérer du conflit d'intérêts ou diplomatique ou de doctrine. Parce que des fois, c'est même des questions de doctrine qui viennent toucher ces sujets-là. Donc voilà, c'est mon réflexe pour la partie Oracle. Ouais, et je rebondis juste, c'est hyper intéressant, Alexandre, parce que souvent, la question qui se pose pour les booster, hein, quand on en discute, et pour leur choix techno, c'est de savoir à quel moment, enfin, quel est le critère de choix. Et notamment là, dans les premiers clients, vous avez eu la défense, on imagine très exigeant, justement, quand même, en termes de sécu, d'infra, etc. Et à quel moment on se dit, non, mais en fait, là, je suis encore dans, il faut que je fasse la preuve de marché, donc il faut qu'ils testent la solution, entre guillemets, Quick and Dirty, et à quel moment il faut basculer dans, je mets les moyens parce que, effectivement, le client l'exige. Je ne sais pas si en termes de... Ouais, voilà, c'est peut-être juste votre retour d'expérience, mais en tout cas, ça peut aiguiller sur à partir de quel moment je me dis c'est le bon moment pour structurer tout ça, quoi. Déjà, il faut bien qualifier c'est quoi du quick and dirty. Par exemple, pour moi, ce que je vais qualifier du quick and dirty, c'est une architecture monolithique qui respecte aucun standard de sécurité. Et le standard de base, c'est j'ai la couche de présentation, la couche de traitement et la couche de stockage. Donc, ça s'appelle une architecture entière. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'anticipe dès le début, et ça ne coûte rien en termes de conception. Et même en termes d'hébergement, ça ne coûte vraiment rien. On va discuter d'un epsilon, peut-être une quinzaine d'euros sur le mois pour un démonstrateur. Je pense qu'un entrepreneur peut se le permettre de le faire ça dès le début, et ça, c'est propre. Et en fait, là, après, il peut le répartir soit sur des infrastructures Docker, il peut s'amuser avec son Kubernetes ou n'importe quel orchestrateur qu'il voudra utiliser derrière. Mais là, aujourd'hui, soit je vais faire du IaaS, soit je vais faire des VM dockerisés. Et donc, il faut penser dès le départ cette architecture-là. Parce que sinon, en fait, c'est un peu comme un arbre qui va pousser son tuteur. Vous allez avoir une certaine paresse à vouloir casser ce que vous avez commencé. Plus le temps va passer. Et surtout, plus vous allez accumuler de clients.
Et donc, si vous démarrez dès le début, bien comme il faut, avec cette architecture entière, c'est juste la base de la base. Vous ne mettez pas les clés du coffre-fort au-dessus du coffre-fort, ça n'a aucun sens. Bah, là, vous allez séparer les différents rôles. Vous avez les capacités de le faire. Et ça, les architectures monolithiques, moi j'en ai vu, j'ai des développeurs en recrutement, oui, je suis full stack, je fais tout au même endroit. Oui, mais en fait, ça, c'est vraiment du quick and dirty. Ça passera aucun test de sécurité. C'est ce que je vais appeler une passoire numérique. Même s'il a bien sécurisé les choses en termes de scaling, demain, il doit gérer 1 million de clients, il ne peut pas le faire. Il peut tout casser, tout refaire. Et là, il fait quoi pendant ce temps-là? Il ne fait pas de business. Et s'il ne fait pas de business, bah, il va se faire rattraper soit par ses investisseurs ou soit par son compte en banque. Parce qu'il y a une réalité économique toutes les fins de mois, c'est qu'il faut payer ses employés et ses fournisseurs. Voilà. Donc là, le bon moment, enfin, je dirais, il y a jamais, enfin, le meilleur moment, c'est dès le début, c'est de bien démarrer. Voilà, mettre cette base fondamentale, archi entière. Là, après, il y a tout qui peut pousser correctement et il peut avoir la capacité en fait de migrer très rapidement. Plutôt ça, moi, mon analyse. Après, les cloud providers vont lui donner de nombreux conseils qu'il faudra suivre. Il y a des choses où, clairement, d'un point de vue résilience, le cloud ne fera jamais mieux qu'une infra on-premise. Voilà, essayer d'attaquer, de faire tomber le système d'Oracle, je vous souhaite bonne chance. Il faut des moyens étatiques et plus. Donc, moi, je me souviens, j'étais chez un grand compte, CAC 40, un grand assureur. On est passé sur un système de messagerie online très connu, pas de publicité. Et en fait, là, on a le responsable sécurité qui dit non, moi, j'exige un test de pénétration, un test d'intrusion. Bon, bah, il s'est révélé que son système d'information était vachement moins résistant que celui du grand éditeur qu'on connaît. Voilà. Donc, ouais, il y a des choses. C'est le nez au milieu du visage. Donc, les services cloud vont avoir cette élasticité, vont avoir cette capacité. Le bon trigger du quick and dirty, je vais faire un démonstrateur. Le démonstrateur, il a juste une vocation, c'est de montrer que ça marche. Donc, faire du monolithique sur un démonstrateur, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut pas qu'il y ait de client derrière. Si je mets un end user derrière, ma recommandation, c'est de splitter dès le début. Donc, le démonstrateur, c'est je suis en phase peut-être de master ou de doctorat. J'ai développé un petit démonstrateur pour montrer que ça marche et je veux faire une spin-off de ce que j'ai fait. C'est vraiment dans ce cas-là, il faut l'utiliser. Je vais être plutôt flagué étudiant ou avec pas beaucoup de ressources. Dès que j'ai un peu de ressources, faut pas lésiner dessus. Okay. Voilà. Enfin, ça n'engage que moi. Hein. Pas... Non, mais on est tout à fait d'accord, Alexandre. C'est votre retour d'expérience, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment vous-même vous l'avez abordé et ce que ça a amené justement en termes pour vous de souplesse dans le développement de votre produit, de la création de valeur pour Vistory. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc si je retiens, c'est pour vous, à un moment donné, ça a été aussi des critères de choix de coûts, d'optimisation des coûts, d'un accompagnement. Peut-être que vous n'aviez pas les moyens à l'époque de vous doter de ça en interne et ça fait aussi un critère de choix non négligeable sur les prestataires extérieurs auxquels on peut faire appel. Et puis peut-être de souplesse justement dans ce que vous dites, l'adaptation aux besoins des clients, et au développement de votre solution, j'imagine. En fait, ça, c'est dès le début de la conception, et je vais parler de phase d'architecture d'un produit. Il faut vraiment distinguer ce qui est essentiel à son produit et c'est ce que j'appelle moi le cœur de réacteur. La thèse qui est défendue chez Vistory, ça a toujours été la confiance numérique. Donc, mon cœur de réacteur, forcément, j'avais du dev qui était fait sur une plateforme cloud, mais il fallait que je sois libre de pouvoir bouger de n'importe quel cloud provider à un autre. Aujourd'hui, je travaille avec 5 cloud providers avec la même plateforme. Okay. Donc, ça me permet d'avoir une agilité, souplesse, si on veut utiliser un autre synonyme, pour répondre à un besoin client immédiat. Oui. L'essentiel de mon cœur de réacteur, c'est ce qui va me permettre de créer cette confiance numérique. Donc ça, ensuite, si je change les interfaces de l'autre côté, en entrée et en sortie, en fait, j'ai différents produits que je peux adapter à des besoins clients. C'est ce qui m'a permis de pivoter rapidement aussi.
Donc, c'est dès l'origine, en fait, on a intégré ces briques d'architecture. Et là, je parle vraiment comme l'architecte qui va bâtir un peu son Lego, et ça, c'est son cœur, ça ne bouge pas. Et ensuite, c'est avec ce cœur-là qui répond à un nombre de besoins de métiers, il va essayer de l'adapter à un marché, et dès que ça fit sur quelque chose, ça marche bien. Ça, c'était ma méthodologie à moi. Mm. Et je pense que il y a pas mal de personnes qui sont passées par là où je suis passé, où bah, tiens, on a une belle idée, elle s'applique à 1 milliard de trucs, on va tester un marché quand même parce que je ne peux pas attaquer tout en même temps. Et au fur et à mesure, bah, on répond, on apprend de nouvelles choses et on adapte le produit à un besoin métier. Mm. Et là, dès que ça fit et qu'on a le premier client là-dessus et qui est bien ferré, qu'on fait une récidive, là, ça veut dire qu'on a une réelle traction. Et donc, c'est pas qu'on gèle les autres dossiers, mais on se focalise que sur celui-là parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans l'entreprise. C'est une nécessité. Sinon, bah, c'est un fail et on s'est endetté pour rien, très probablement, c'est mon cas, et pas pour rien, j'espère. Et de l'autre côté, on a une responsabilité envers nos employés. Mm. Parce que bah, on va en débaucher, d'autres ils vont démarrer une activité avec nous, bah, on a une responsabilité envers eux. Alors, merci encore une fois pour la transition toute trouvée, parce que l'autre sujet qu'on avait envie d'aborder ensemble, c'était l'enjeu justement des ressources humaines à trouver, et notamment en particulier sur votre secteur des profils tech qui sont rares, chers, pas toujours faciles à trouver. En plus, donc vous allez vous implanter dans le Morbihan, hein, si je ne me trompe pas. On est déjà. Ouais. Ouais. Et du coup, bon, alors pour vous, c'est un enjeu. De manière récurrente, quand on est une start-up, c'est un enjeu. Parce que quand on préparait notre sujet, c'est ce qu'on dit, on n'a pas les moyens d'un Google ou d'autres grosses structures, financièrement parlant, j'entends. Donc, c'est quoi un peu vos tips pour attirer les bons profils que vous recherchez et pas de se dire, ah bah, c'est déjà pas mal d'avoir réussi à capter celui-là. Déjà, il faut être sympa, parce que si on n'est vraiment pas patibulaire, c'est compliqué d'embaucher, surtout quand on est un ou deux dans l'entreprise. Donc, la première chose, enfin, ça va avec la taille de la boîte. Aujourd'hui, je gère une cinquantaine d'employés. Enfin, je me retourne, je fais, waouh, on en a passé des choses et c'est pas fini. Et il y a des caps dans l'entreprise. Je démarre l'activité, j'ai mes premiers employés, je passe la barre des 10, je passe la barre des 20. Et rien que là, déjà, il y a deux mondes. Donc, le milieu de l'informatique est particulièrement tendu en ce moment. On a une vraie pénurie, c'est un plein emploi. Le Covid a vraiment rebattu les cartes et moi je vais parler pour en ce qui me concerne. Moi je ne peux pas faire de télétravail avec le ministère des Armées. Enfin, c'est un mot qu'ils ne Mm. connaissent pas. Pour des questions évidentes, en fait, je ne peux pas installer un coffre-fort chez mon collaborateur, une ligne spécialisée. Je ne suis pas Google, donc je n'ai pas les moyens de le faire. Et puis, il faudrait que je demande aussi la permission au syndic de copro pour installer des fenêtres tempête, pour bloquer les ondes radio. Ça commence à faire lourd pour mettre en place du télétravail. On est une PME de 50 personnes, donc c'est même pas possible. Donc, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Aujourd'hui, on est en plein emploi. On a des développeurs qui ont une inflation, enfin, une hausse de 40% du salaire à peu près. C'est inédit. En 20 ans d'expérience, j'ai jamais vu ça. Et là, aujourd'hui, on n'a pas les paiements, on n'a quasiment pas les moyens de se battre. Donc, parce que bah, là, j'ai des gars, j'ai un pote, il s'est fait débaucher chez Amazon, 160K, stocks, voiture de fonction, directeur technique, sur de la partie infrastructure. Donc, vraiment sur un petit segment. C'est pas, je suis directeur technique d'une PME de 50 personnes où je dois gérer vraiment tout. Donc, on est sur un segment, on ne peut pas se battre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc, le corollaire du recrutement, c'est le financement. Donc, les tips aujourd'hui, bah, c'est de bien s'entourer du mieux qu'on peut, trouver un associé technique si on n'a pas les capacités et compétences techniques. Et là, bah, on n'a pas d'autre choix que bah, d'ouvrir le capital de l'entreprise et de l'intéresser dessus parce que bah, il sera directement intéressé sur la performance.
Quand je dis bien choisir ses associés, du coup, ça veut dire bien penser son pacte d'actionnaires, parce que quand on est en start-up, mais vraiment au démarrage, et qu'on n'a pas de fonds, il faut intéresser la personne. Et là, il faut que la personne aussi mette un peu au capital. Donc ça, c'est vraiment des tips. Si je donne des actions contre rien, ça vaut rien. Ouais. Donc, si j'ai mon associé qui a investi un peu de sous dans l'entreprise, même 10 000 euros, c'est significatif en réalité. C'est un peu comme jouer au poker sans argent ou avec de l'argent. C'est pas le même jeu. Et donc, les choses sont beaucoup plus prises au sérieux avec ça. Donc ça, c'est vraiment pour la phase de démarrage. Après, en phase de croissance, évidemment, se tourner vers les écoles, aller staffer des alternants. Et surtout, respecter, on a vu un truc passer sur TikTok là, il n'y a pas longtemps, c'est une personne qui se plaignait que les stagiaires ne voulaient pas bosser 80 heures semaine et pas être payés. Enfin, sérieusement, personne n'accepterait de bosser ça et pas être payé. Donc, du coup, c'est bien traiter ses ressources. Et donc là, je parle des alternants, c'est bien les payer. Quand on est une PME ou une toute petite boîte, des fois, on peut faire que le minimum, faites-le. Et pour les stagiaires, pitié, les stages de 3 mois rémunérés, enfin, on n'est pas à 500 balles près. On peut le faire. Enfin, si on peut le faire, faites-le. Ça, c'est vraiment une reco que je peux faire parce que ça montre au moins une chose, c'est qu'on n'est pas là à exploiter les personnes. Moi, je le vois, et c'est un retour d'expérience, très souvent, le patron, qu'il soit d'une PME de 10 personnes, d'une TPE de 10 personnes, ou d'une PME ou d'un grand compte, il est considéré comme un tiroir caisse et un exploitant. Donc, c'est une perception qui est pas jolie, mais ça, c'est vraiment dans l'inconscient collectif. On a l'impression qu'on est Carlos Ghosn ou Carlos Tavares, qu'on gagne des milliards et qu'on a monnaie infinie. Non, on est patron d'une PME, on n'est pas patron du CAC 40. Ouais. Et il y a une personne qui a fait un témoignage très fort sur LinkedIn. C'est un patron de garage. Et donc, il montre tous les boulots qu'il a. Et donc, ramené au taux horaire, je crois qu'il est en dessous du seuil de pauvreté, le pauvre monsieur. Mais c'est la réalité de beaucoup de patrons. Ouais. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est important. Et donc, le patron, il aura beau l'expliquer, il sera toujours vu avec ce biais-là. Donc, je reviens à bien s'entourer. Prenez beaucoup de temps à recruter les personnes qui vont travailler avec vous, ils vont partager un bout de votre vie. Donc, autant que ça se fasse dans les meilleures conditions et avec des personnes avec qui vous avez envie de vous projeter un tout petit peu. Même si c'est sur 6 mois, un an, faites très attention à ces choix de collaborateurs. J'ai un ami qui m'a dit une fois, il vaut mieux avoir une chaise trouée que pas de chaise du tout. Des fois, il vaut mieux rester debout. Parce que on paye des fois, et ça arrive, et c'est un vrai risque pour une PME de faire un mauvais recrutement. Mm. Quel que soit le profil, du commercial au lead dev, un mauvais recrutement peut tuer une boîte. Et ça, c'est crucial. Donc là, on est dans la phase de 5-10 personnes. Passer 10, ça veut dire qu'on a quand même un peu de revenus récurrents, on a créé un peu de dette également, on a les moyens d'embaucher. Une PME ne va pas pouvoir embaucher comme un grand compte ou comme une boîte de conseil. Donc ça, c'est un message que j'envoie à beaucoup de personnes qui pourraient écouter, qui seraient susceptibles de vouloir collaborer dans une PME. Ne leur demandez pas un salaire à la Google. Ils n'ont pas les moyens. Donc il faut Ouais. être aussi réaliste. Et il faut aussi voir l'expérience que vous allez pouvoir en tirer. Donc ça, le collaborateur, lors de la phase d'entretien, on doit vraiment bien lui faire comprendre qu'on sait on va travailler ensemble peut-être 3 ans, dans le meilleur des cas, parce que c'est à peu près la fréquence, c'est pas moi qui dis, c'est les statistiques. En moyenne, on reste 3 ans dans une boîte. Mm. Donc, les personnes qui font 10 ans dans une entreprise, c'est de plus en plus rare. On en a fait partie. Enfin, personnellement, j'étais consultant, donc je faisais moins de 2 ans dans une entreprise. Et c'était le meilleur moyen que j'avais pour gaper sur mon salaire. Je ne peux pas rentrer à 25 kg euros et en 5 ans arriver à 120 kg euros dans une entreprise. C'est impensable. Mm. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment les tips que je donne, c'est plutôt pour les employeurs. Euh, et, euh, et donc, bien savoir si vous voulez recruter. Est-ce que vous voulez du long terme, du court terme? Est-ce que la personne, vous voulez l'intéresser dans votre entreprise, donc lui donner des parts, auquel cas, ce n'est pas le même dialogue. Et aujourd'hui,
pour recruter avec une hausse des salaires de 40%, c'est vraiment très compliqué pour les patrons. Donc, moi, dans mon cas, en plus, on attire encore moins parce qu'il n'y a pas de télétravail. Donc, on a choisi de se disséminer. Ok. On a plusieurs sites sur le territoire, mais également à l'international. Et donc, ça nous permet de fédérer et de trouver des équipes un peu plus partout. En fait, d'aller là où il y a le travail, où il y a l'employé. Parce que nous, le télétravail, c'est pas possible. Donc ça, c'est comment on s'est adapté à cette contrainte-là. Ouais. Donc là, on couvre plusieurs antennes. Donc oui, une, c'est le Morbihan. On s'est installé à Vannes et l'objectif de notre installation, c'est également de déployer notre centre de R&D. Et là, il sera, lui, très teinté défense. Donc il y a même un projet immobilier derrière cela. C'est 1600 mètres carrés, donc c'est pas le Google Center ou le Ring d'Apple. On le fait à notre échelle. Et l'objectif qu'on a aujourd'hui avec Vistory, c'est d'avoir un réel centre d'excellence posté à Vannes, de la même manière qu'on le fait sur la partie industrie et aérospatiale. Ok. Et là, du coup, on est dans d'autres régions. Et ça nous permet également d'avoir un peu plus d'antennes pour capter les développeurs, parce que ce n'est pas les outils collaboratifs qui manquent pour travailler de manière disséminée. On a tout ce qu'il faut. Ça va des outils de ticketing comme Jira ou de communication comme Slack, Teams. Enfin, voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. Ça va être vraiment les contraintes de sécurité qu'il faudra bien anticiper derrière. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins un domaine ou un LDAP. Donc ça, pensez à vos infrastructures pour votre Ouais. bureautique, messieurs, ou mesdames aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment des points qu'il faut anticiper. Ok. Parce que le collaborateur doit pouvoir travailler avec un poste de travail. Il ne va pas faire avec du bring your own device. Ça, c'est C'est vraiment la ça. sécu. Merci Alexandre. Alors, je vois l'heure qui tourne. Est-ce que dans les présents autour de l'écran, il y a des premières questions que vous voulez poser sur les sujets qu'on vient d'évoquer, sur peut-être d'autres points que vous souhaitez qu'Alexandre précise? C'est à vous la parole. Déverrouillez votre micro, votre caméra, et puis allez-y, posez la question. Alors, Agathe, tu as levé la main? Bah ouais, autant que je lance le bal. Bonjour Alexandre, donc moi je fais partie de l'équipe du Booster, hein, donc je suis pas une start-up accélérée ni partenaire. J'avais une question, je voulais savoir si vous étiez accompagné du coup pour faire le recrutement de vos collaborateurs, s'il y avait des personnes en charge spécifiquement dans l'entreprise de cette partie-là, ou si vous faisiez même appel à des prestataires extérieurs, parce que c'est des questions aussi qu'on peut avoir régulièrement chez nos boostés. Alors, au tout début, on a fait vraiment bouche à oreille parce que on avait envie de travailler avec des gens qu'on connaissait. Retex, c'est bien et pas bien. Donc, ça va vraiment dépendre de votre histoire. Après, on a, depuis 3 mois maintenant, on est passé avec des cabinets de recrutement parce que on a une DRH qui a été mobilisée pendant près de 40 jours là-dessus, sur ces questions de recrutement. Et ça fait pchit 9 fois sur 10. Pourquoi je dis pchit? Parce qu'on a des personnes qui n'honorent pas les rendez-vous, et donc ça consomme un temps monstrueux à l'entreprise. Et donc là, quand on est à notre taille, avoir un département recrutement, non, c'est pas possible. Donc on passe par des câbles. Là aujourd'hui, on est accompagné de trois cabinets de recrutement. Pardon, on est un peu bouché. Voilà, donc 3 cabinets. Je peux pas vous dire si ça marche bien encore. On n'a pas eu encore de deal closé. On a eu des personnes qu'on a écartées. Mais voilà, l'intérêt qu'il y a, c'est que le cabinet de recrutement va vous faire gagner beaucoup de temps. Et c'est un temps précieux, c'est celui de la présélection du candidat. Alors, au moins, vous avez une shortlist et idéalement, vous n'avez pas toutes les contraintes qu'on a nous, donc ça devrait aller plus vite. Voilà. Ok. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question pour Alexandre? Je voyais que Ronald disait que Doctolib est toujours monolithique, même si ce n'est pas top. Ouais, c'est ce qui m'était quand vous évoquiez le fait de démarrer en monolithe sur la phase de démonstrateur, mais qu'après, il faut vite sortir de ça. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette petite remarque.
Oui, et Doctolib fait l'objet de bad buzz, même parfois sur des critères non fondés. Il y a France Info qui a fait une publication il n'y a pas très longtemps sur un truc qui était un peu tendancieux. Moi j'ai une question concernant le Présenter, Hervé, oui, pardon. ouais. Oui, donc Hervé Le Goff, cofondateur et dirigeant de Yagan, donc un éditeur d'applications pour la cybersécurité et la sécurité des développements logiciels. Tu as parlé tout à l'heure de financement et tu as évoqué le fait qu'on ne lève pas des fonds sur un PowerPoint. Je confirme, hein, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, sauf peut-être les gens qui sont perçus comme une émanation de l'ANSSI. Mais c'est un petit commentaire. À partir de quel moment est-ce que tu as considéré ou tu as pu constater que les feux étaient ouverts pour t'engager sérieusement sur une levée de fonds avec un intérêt des investisseurs? Là, aujourd'hui, ça fait 8 ans que je pilote la boîte, je suis en fonds propres. Déjà, j'ai multiplié par 14 le chiffre d'affaires. Donc, en France, je n'ai trouvé aucun investisseur. La BPI, aujourd'hui, on est dans des espèces d'atermoiements. Enfin, je ne les critique pas, c'est juste le constat que je fais. C'est qu'ils sont sous-dotés à la BPI. Tout est centralisé en plus à Paris. Donc, dès qu'on parle de levée de fonds, ça se fait à Paris. Donc, on a des équipes réduites à la taille d'un confetti qui doivent gérer un flux. Je ne sais même pas combien de dossiers ils doivent prendre, mais j'aimerais pas les gérer. Et donc, en fait, on passe sur du ping-pong avec des personnes qui ont peut-être 3 mois d'expérience professionnelle et qui vont juger un dossier d'investisseur. Ça, c'est vraiment dur pour le patron. Parce qu'on se fait juger par des personnes qui n'ont pas d'expérience. Livresque, certes, mais il n'y a pas d'expérience professionnelle derrière. Et ça va peut-être manquer de finesse d'analyse. Donc, moi, je dirais qu'en France, c'est très, très compliqué de lever. Là, aujourd'hui, je suis multiplié par 14 la perte de l'entreprise. On a passé à barre des 50. On est en phase de levée de fonds, seulement maintenant, avec des investisseurs étrangers, allemands et américains. Donc, j'ai envie de dire que si on n'a pas une taxonomie qui évolue dans notre pays, avec une réelle prise de décision du gouvernement sur les dotations de la BPI, qui est l'organe central quand même pour faire ça. Et quand je parle de dotation, je ne parle pas d'augmenter la voilure au niveau finance, mais la voilure en termes de people pour gérer les dossiers. On va en fait faire de la vente à la découpe de start-up. Et ça, c'est l'analyse que je fais. Il y a un énorme marché également de sociétés qui veulent se faire racheter aussi. Et donc, on a vraiment tout un outillage pour le faire, et ça marche très bien. Par contre, il y a une quote-part de personnes qui ont envie d'aller pousser leur aventure le plus loin possible. Et là, en fait, il manque des choses. Et donc, là, j'ai eu ma première traction commerciale avec le produit MainChain, je l'ai eu avec le ministère des Armées 2019. Je fais 3 récidives avec le ministère des Armées en 2020, avec des industriels de la défense également. Je diversifie fin 2021, fin 2020 avec d'autres acteurs. C'est très très long les tours industriels. On fait plein de concours, on gagne des prix, etc. Et c'est réellement à partir de 2021 que j'ai commencé à susciter l'intérêt de fonds. Mais le fonds, en réalité, je vais parler de la courbe de Schlumpeter, il arrive vraiment à la toute fin, quand il n'y a plus de risque. Donc, en réalité, le bon moment pour aller faire une levée de fonds, c'est quand vous avez une traction commerciale qui est confirmée avec une diversification sur au moins 3 clients. 3 clients, comme ça, on ne peut pas vous dire ouais, c'est un coup de bol. Ouais, le deuxième, ça peut être 3 fois un coup de foudre. C'est pas possible. Voilà. Donc, 3 clients, une traction commerciale confirmée avec un peu de récurrent, c'est le bon moment. Par contre, faites gaffe parce que les fonds d'investissement vont demander des choses. Des fois, pour moi, je trouve ça trop gonflé. Un IRR, donc un taux de rentabilité interne à 20%. Clairement, en fait, il vous explique comment perdre votre marché et comment vendre votre boîte. Donc, faites super gaffe à ça. On n'est pas avec des enfants de cœur et comme je disais, il y a un énorme marché de revente de start-up. Et là, clairement, c'est du piège industriel. Donc, c'est vraiment ma vision. Elle est pas jolie et pas glorieuse, mais c'est le sentiment que ça va donner. Non, ouais, alors. C'est un constat que je partage totalement et avec quand même
un écosystème qui, la plupart du temps, valorise les boîtes qui lèvent des fonds, etc., comme un critère de succès. Je pense que c'est un des pièges que, si j'étais pas tombé dedans dans ma roadmap stratégique initialement, j'aurais vu les choses certainement très différemment. Et du coup, Alexandre, dans l'attente, parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de dirigeants de startups qui... alors, tu as une partie qui sont sur des modèles d'hyperscalabilité avec cet objectif de levée de fonds successifs. Et tu en as d'autres qui se disent, bah, si j'avais les moyens de ne pas le faire, j'aimerais bien le faire à la Vistory sur mes fonds propres. Mais j'imagine que vous avez eu plusieurs fois des sueurs froides, parce que ça ne doit pas être si simple que ça. En plus, quand on parle de clients dans la défense, temps de cycle de décision hyper long. Je ne sais pas si c'est des très bons payeurs. À temps, entre guillemets. Enfin, voilà, on imagine tous les scénarios les pires possibles et imaginables, quoi. Alors, la commande publique est un bon payeur parce qu'elle honore toujours ses factures. Il faut vraiment distinguer les deux temps, le temps opérationnel et le temps administratif. Et en réalité, Einstein a dit le temps est relatif, c'est vrai, et encore plus avec l'administration, parce que d'un point de vue opérationnel, on va livrer les trucs en 3 semaines, un mois, et on va se faire payer peut-être un an plus tard. Ouais. Donc clairement, quand on bosse avec la défense, qu'on a envie de travailler avec le ministère, il faut vraiment s'armer de patience. Et donc d'avoir la voilure assez épaisse pour y aller. Ne travaille pas avec les armées qui veut parce qu'on a certes des vecteurs contractuels très rapides, mais rapides à l'échelle des armées, pas à l'échelle d'une TPE. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Après, il y a des programmes d'accompagnement qui sont là pour ça et qui permettent justement de ne pas mettre à mal la trésorerie de l'entreprise. Et là, il faut aller de suite voir à l'Agence Innovation de la Défense, ils sont là vraiment pour ça. D'accord. Et c'est fantastique. Je n'ai pas d'action au ministère. Mais pour le coup, ceux qui sont tentés par l'aventure duale, l'AID, c'est là pour ça et ils ont vraiment une équipe au top. De même que les équipes de la CCI sont vraiment des équipes géniales pour vous aider à vous développer, couplées à la BPI. Et ça, je vous donne un énorme tips pour le déploiement à l'international ou pour aller tester des marchés à pas cher. C'est vous faites le combo BPI Assurance Prospection avec The Place by CCI. Et en fait, vous avez un outil qui vous permet d'aller faire la prospection à vraiment, vraiment pas cher et faire du business. Et ça, c'est pas communiqué. Pas en clair. Donc ça, vraiment, faites l'association des deux, Assurance Prospection et CCI, et vous allez avoir des trucs cool. Donc ça, c'est aussi des choses qui nous manquent à beaucoup d'entrepreneurs. C'est un peu cette grille de lecture de comment on peut jouer. Maintenant, la partie investissement, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Il y a des erreurs qui sont commises et c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc voilà. Faire de la croissance organique comme moi je l'ai faite, honnêtement, je vais pas dire que ma vie a été un enfer, mais c'est très compliqué d'avoir une vie de famille, c'est très compliqué de se construire sur sa partie personnelle parce que vous avez une entreprise qui bouffe 90% de votre vie. C'est aussi ça la contrepartie. Donc, faut être prêt à le faire. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais pas de femme, j'avais pas d'enfant. J'avais rien de tout ça, j'avais juste moi. Donc c'était beaucoup plus simple de prendre ces risques-là tout seul. Se faire accompagner, c'est toujours utile, mais encore faut-il avoir le bon guide. Et dans toute cette jungle, honnêtement, avoir le bon discernement, c'est vraiment compliqué. On se souvient toujours des boîtes qui font des scale-up comme Doctolib et les autres. Mais si on compte le nombre de boîtes qui font des levées de fonds successives avec des valorisations comme ça, VS le nombre d'entreprises, en réalité, statistiquement, on gagne au loto. Donc voilà. Tant que vous pouvez vous passer de dette, faites-le. Tant que vous pouvez vous passer de fonds d'investissement, faites-le. Gardez le plus longtemps possible votre autonomie. Parce que demain, vous allez changer de patron. Et en fait, votre patron, ça va être votre banquier, votre investisseur et votre fonds. Et si vous dites de danser, vous devez danser. Parce que si vous coupez les livres, ils vous sortent de votre boîte. Parce qu'il y a des clauses derrière. Et ça, aujourd'hui, moi, je suis caution personnelle, je suis endetté plusieurs. Voilà, je suis beaucoup endetté. J'ai fait le choix de ne pas avoir de maison, j'ai une entreprise. Aujourd'hui, enfin, voilà, il y a des choix de vie. Et faire le choix que j'ai fait là, c'est un vrai choix de vie. Avec tout ce que ça va entraîner.
Donc voilà, il faut faire un choix éclairé. Honnêtement, si je devais refaire, j'aurais fait différemment. Ok. J'aurais été beaucoup plus prudent, j'aurais évité les erreurs, mais il y a le vieux proverbe qui dit si jeunesse savait et vieillesse pouvait. Voilà, donc ça, je l'ai acquis et j'ai acquis cette expérience-là. C'est 10 ans d'entrepreneuriat, quoi. C'est Donc, sûr. évidemment, je prends n'importe quel patron, tu aurais fait les choses différemment? Bah oui, parce qu'il sait. Donc, des fois, il faut se brûler les ailes aussi, ça fait pas de mal. Ça permet de remettre un peu du plomb dans la tête. Oui, et puis après, c'est tout l'intérêt d'avoir des témoignages comme le vôtre aujourd'hui pour partager aussi finalement ça, parce qu'on apprend de ses pairs aussi, et c'est ça qui C'est est ça. aussi hyper intéressant, quoi. Et voilà. Après, pour tous ceux qui galèrent aujourd'hui à trouver des fonds, etc., il y a plein de prêts d'honneur, il y a plein de choses faites avec les BPI en région. Donc, vraiment, rapprochez-vous d'eux et les bons points de contact. Vous avez généralement des pôles de développement économique. C'est les bonnes. Il faut frapper à ces portes-là. Ils vont vous guider, ils vont vous flécher les bonnes choses. Démarrer sur la région parisienne, c'est aussi un peu plus compliqué parce c'est extrêmement dense. Il y a des milliers de boîtes qui se créent tous les jours. Donc, du coup, trouver une oreille et avoir une personne qui a le temps de vous écouter, de comprendre ce que vous faites, c'est pour ça qu'il faut arrêter de penser capital et que très vite, on s'est étalé. Ça aussi. Voilà. Vive la Bretagne. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais juste une question. Erland Duréo, cofondateur de SoryWards, qui est une solution de carte cadeau pour les entreprises. Et en fait, nous, on est en phase de levée de fonds. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, Alexandre, c'est que vous êtes tourné plutôt vers des fonds américains et allemands. Quand vous y êtes pris, j'imagine qu'il y a eu un lever dans l'histoire. Même pas. Ok, donc démarche directe avec des contacts. D'accord, donc vous En aviez fait, les bons contacts. c'est une question de réseau. Ok. Et c'est par ce réseau-là qu'on est remonté jusqu'à ces fonds-là. À la fois en Allemagne, et c'est par l'intermédiaire du fonds allemand qu'on est arrivé aux États-Unis. Et là, on a notre filiale qu'on vient de créer à Dallas. Il se trouve que notre avocat qui a suivi l'affaire à Dallas connaît quelqu'un d'un autre fonds de chez telle grande entreprise. Et là, cet après-midi, je suis en conférence avec eux. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille. Les levers, alors j'ai une opinion très tranchée sur eux parce que je ne suis pas tombé sur de bons. Il y en a beaucoup qui demandent du retainer. Donc, ils demandent une avance sur, je sais pas, ils vont vous demander un billet de 5 à 10 000 euros. J'ai une sainte horreur de payer pour voir. Je ne suis pas patron de Google, je ne suis pas patron d'une ETI, on galère. Payer pour voir, c'est dur. Et j'ai pas envie enfin, j'ai jamais accepté ce genre de choses. Parce qu'il y a une réelle défiance. Ces personnes-là, vous allez leur donner de l'argent sans aucune contrepartie ou sans aucune garantie. Et l'expérience m'a prouvé que beaucoup de sociétés font aussi ce genre de choses, que ce soit pour du crédit impôt recherche, etc. Vous payez 3 fois la prestation. Vous la payez la première fois à la société, vous la payez une deuxième fois parce que il va vous faire travailler en plus de ça. Et vous allez travailler mais comme un fou. Et eux, ils ne vont pas beaucoup bosser. Et la troisième fois, en fait, vous allez les dégager et refaire le boulot. Et ça, je l'ai vécu sur trois choses complètement similaires, sur des accompagnateurs et compagnie. Donc, je n'ai pas eu vraiment un bon retour. Là, je travaille avec une banque privée pour faire l'opération, mais parce que de l'autre côté, je leur demande de compléter le tour de table. Donc, il faut aussi savoir se mettre en position de force. Et il faut avoir aussi l'opportunité de pouvoir l'être. Donc, c'est vraiment un gros rapport de force qu'il faut avoir avec votre lever, c'est pour éviter de vous faire tomber la laine sur le dos et qui vous demande un énorme retainer. Et en plus, généralement, il va faire du service for equity, puisqu'il va vous prendre une commission en success fees, plus à cela, il va vous demander aussi, il peut le demander, des actions converties. Donc, si vous voulez travailler avec un lever, vérifiez bien ses références, vérifiez bien son réseau, qui il connaît précisément, parce que s'il connaît que des analystes dans les fonds d'investissement, l'analyste, c'est le stagiaire. Il faut qu'il ait à minima dans son portefeuille plusieurs directeurs de fonds, ou soit des partners.
C'est un peu comme les cabinets d'avocats, il y a l'associé, il y a le partenaire. Enfin voilà, c'est vraiment ces gens-là qu'il faut aller chercher. J'en profite pour préciser sur ce point-là que dans le programme Oracle for Startup, il y a aussi une partie de mise en relation avec des fonds. Donc, je pense que toi, Alexandre, tu n'en as pas bénéficié, mais voilà, il y a des, je vais pas dire des tours de table, mais en tout cas, il y a des gens qui vous mettent en relation éventuellement avec des fonds, et notamment des personnes qui s'occupent de Oracle for Startup pour le marché français et basé à Amsterdam et a accès à des fonds qui sont des fonds français, mais aussi des fonds européens. Et voilà. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous, évidemment, on ne se rémunère pas du tout, mais si on peut rendre service, nous, en tant que grand éditeur, on intéresse évidemment et on capte aussi ce flux de fonds qui sont intéressés pour savoir qui on incube, avec qui on travaille. Et donc, c'est win-win et on fait des mises en relation dans ce cadre-là. Grégoire, je prends la proposition, on est en train de boucler notre tour de table. Donc, c'est le moment. Bah, tu connais bien Max, hein, du coup, Max Denis, Ouais, je pense que Max peut t'aider là-dessus. On a refait le lundi, pas plus tard que ce lundi. Et du coup, Grégoire, Guénel, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous voulez un petit peu parler d'Oracle for Startup? Vous aurez peut-être un peu d'éléments qu'on pourra repartager après à tous les boostés aussi dans notre Slack. Mais Alexandre a parlé de son expérience. Peut-être en 2 mots, ce que Ouais, c'est. je pense que Alexandre a bien décrit les avantages du programme. Donc, sans vouloir faire un retour dessus, on se différencie beaucoup des grands éditeurs qui sont d'ailleurs pas mal challengés notamment devant la justice européenne sur les crédits et le nombre de crédits qu'ils donnent aux startups. Et voilà, nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On est plutôt dans une optique, en effet, d'accompagnement. Et on va accompagner nos startups vraiment sur la partie technique, aussi la partie business, justement, la partie levée de fonds. Et on veut se différencier là-dessus. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'inonder une startup de crédit sans aucun accompagnement, mais c'est plutôt justement de toujours payer une portion du prix parce qu'on pense que c'est important. Et là où Alexandre disait qu'il n'aime pas payer pour voir, mais nous, on pense aussi que c'est important de payer une fraction du prix pour qu'il y ait quelque chose. Et en face, en revanche, on va aligner des équipes qui vont accompagner, qui vont résoudre des problèmes et qui vont construire et co-construire une solution avec nos startups. Grégoire, je me permets juste de rebondir. Là, avec Oracle, je n'ai pas payé pour voir. J'avais quand même le service qui était fourni dès le début. J'ai les infrastructures. C'est vrai. Donc, voilà, donc moi, du coup, j'ai une équipe qui va accompagner les startups sur le marché français. Comme toutes nos grosses structures de gros éditeurs, on fonctionne aussi de façon un peu matricielle avec des équipes qui sont basées sur certains hubs, notamment à Amsterdam. Mais si jamais il y a un intérêt de quelqu'un autour de cette table virtuelle, vous pouvez tout à fait prendre contact avec moi et je vous orienterai vers les contacts en interne pour rentrer dans ce programme, en tout cas en savoir plus, avoir de l'info et pouvoir en bénéficier. Top. Merci beaucoup Grégoire. Merci d'ailleurs à toute l'équipe Oracle pour nous avoir fait rencontrer Alexandre. Merci Alexandre pour ton partage d'expérience qui a été riche et qui a bien plu. Je vois tous les petits messages qui confirment que c'est bien des sujets d'actu pour nous booster. Donc merci à tous d'avoir participé.